Bonjour à tous, aujourd'hui émission spéciale en compagnie de David Graeber qui est anthropologue, qui nous vient des États-Unis, qui est enseignant à la London University. Il est l'un des fondateurs, initiateurs du mouvement Occupy Wall Street, et il vient de publier un ouvrage aux éditions Les Liens qui libèrent, Dettes, 5000 ans d'histoire. Il est avec nous dans les studios pour 1 heure. Il est accompagné par Nicolas Haringer. Nicolas Haringer que vous connaissez sur les ondes de Radio Grenouille. Vous pouvez l'entendre notamment dans l'émission Temps Libre. Il réalise la chronique Grain de Sable. Nicolas aura quelques questions, mais il sera aussi là pour la traduction. Et Nicolas Haringer est également membre du comité de rédaction de la revue Mouvement avec un S. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello. Bonjour. Première question, au moment où finalement l'Afrique et maintenant une bonne partie de l'Union européenne vit sous le poids de la dette et les effets très néfastes de la dette, avec ce livre 5000 ans d'histoire, on s'aperçoit finalement que la dette est plus ancienne que la monnaie. Alors comment se fait-il que la dette soit plus ancienne que la monnaie ? Well, I first became interested in the subject of debt while I was Je me suis intéressé au début sur la question de la dette avec le mouvement altermondialiste, parce que la dette du tiers-monde était une question centrale. Et l'une des choses que les gens ne savent pas, c'est que le mouvement altermondialisation a connu beaucoup de succès. Par exemple, FMI, qui à l'époque était l'institution clé du monde, qui imposait des plans d'austérité en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, a été exclu d'Amérique latine, de l'Asie de l'Est, et il est de moins en moins important en Afrique, même s'il reste un peu actif. Et donc d'une certaine manière, en fait, l'austérité est revenue à la maison dans les régions qui imposaient l'austérité au reste du monde. Même si à l'époque c'était les riches qui l'imposaient aux pauvres, et que maintenant ça reste ça. Je me suis intéressé à la dette parce que personne ne parle vraiment de la dette en termes philosophiques. Les politiques internationales ont tout à voir avec la dette, les politiques nationales ont tout à voir avec la dette, l'économie de la consommation a à voir avec la dette, et la dette informe tous les aspects de notre existence. Mais pour des raisons assez étranges, personne n'a jamais écrit l'histoire de la dette. Ce qui est particulièrement bizarre quand on regarde l'histoire qui a été faite de choses complètement sans intérêt. Il y a une histoire des poissons, une histoire des vaches, une histoire des boutons, mais il n'y a pas d'histoire de la dette. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce livre, et la première chose que j'ai découverte, c'est que les histoires qu'on se raconte sur la monnaie, parce que évidemment on ne peut pas comprendre la dette sans d'abord comprendre la monnaie, sont totalement fausses. En fait, elles prennent les choses à l'envers. On dit qu'on a cette histoire, un jour il y avait le troc, et les gens échangeaient les choses directement, et puis c'est devenu de moins en moins pratique, donc ils ont dû inventer la monnaie, et ensuite le crédit a émergé à partir de ça. Et toutes les formes compliquées de financialisation, les swaps, les produits dérivés, etc., sont le dernier stade d'une évolution naturelle et d'une abstraction graduelle. Mais c'est pas vrai du tout. Si vous regardez l'histoire, le crédit arrive en premier. Ce que nous appelons maintenant la monnaie virtuelle de crédit, on pense que c'est quelque chose de très nouveau qui vient des ordinateurs, mais en fait c'est la forme originelle de la monnaie. Dans la Mésopotamie antique, il n'y avait pas de cash, il n'y avait pas de liquide. Personne n'avait d'argent liquide. Donc les pièces de monnaie, la monnaie sous forme de pièces, arrive des centaines, voire des milliers d'années plus tard. Et quand on arrive à trouver des exemples de troc, ce qui est très rare, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de monnaie, mais simplement que la source de la monnaie a disparu. Mais et si la dette a toujours existé, alors peut-on imaginer une société sans dette ?
Well, it depends on what you mean by it. Ça dépend ce que vous appelez une société sans dette. Qu'est-ce que la dette? Si la dette c'est juste une promesse, bien sûr que notre société est basée sur des promesses. Si la dette est une promesse qui peut être mesurée en monnaie, en argent, ça aussi peut-être que ça doit continuer à exister d'une certaine manière dans toute société complexe. Mais ça ne dit pas grand-chose en fait à votre question. Ce sur quoi j'insiste dans le livre, c'est sur la question de pourquoi est-ce qu'on traite une promesse qui est quantifiée en argent, la dette, et qui est assise sur de la force, et c'est ce qui fait de la dette une promesse différente des autres promesses. C'est une promesse qui est corrompue en fait par une combinaison des mathématiques et de la violence. Et la question que je pose dans le livre, c'est pourquoi est-ce qu'on traite ce genre de promesses comme quelque chose de plus important que les autres types de promesses. Et on le voit tous les jours dans la vie politique. S'il y a un hiatus, un clash entre des promesses faites par des hommes politiques et les gens, et si on prend la promesse de payer ses créditeurs, on sait très bien que les hommes politiques vont rompre leurs promesses. Mais on n'envisage absolument pas de rompre la promesse vis-à-vis d'un créditeur. Nicolas ? Donc dans la Provence du 7 octobre, du lundi 7 octobre, il y a tout un article sur la question de la dette municipale et des communautés d'agglomération. Et en fait, le sous-texte implicite de cet article, c'est que la dette est un problème, évidemment, et que la seule solution pour le résoudre, c'est l'austérité, c'est de développer moins d'infrastructures, puisque l'article dit que c'est notamment lié au projet soit de rénovation du stade Vélodrome, soit de tramway à Aubagne, etc. Et vous, dans votre ouvrage, en fait, vous avancez une solution simple, concrète et pourtant radicale, qui est complètement différente, c'est l'annulation de la dette, ce que vous appelez le jubilé de type biblique. Absolutely, yes. This is the solution that people have come up with. Oui, tout à fait. C'est la solution à laquelle sont arrivés en fait les gens à chaque fois au cours de l'histoire. Et il y a plein de raisons historiques qui font que cette raison est plus plausible historiquement maintenant qu'elle ne l'était il y a 50 ou 60 ans. L'une des choses que j'ai découvertes en travaillant sur ce livre, c'est que l'histoire, les 5000 dernières années de l'histoire ont alterné des périodes donc dominées par la monnaie virtuelle de crédit. La plupart des transactions sont basées sur le crédit et où les gens assument le fait que la monnaie c'est une promesse. Et des périodes où les gens utilisent de l'argent physique liquide. Ça peut être de l'or, de l'argent. C'est ce que j'appelle la monnaie de lingot. We are moving into a period of credit money now. Et on est en train d'avancer vers une société de monnaie de crédit. It's really been happening since 1971. Ça a commencé en 1971 quand le président des États-Unis Nixon a décidé de cesser la convertibilité du dollar en or. And normally in periods like that, et généralement dans des périodes de ce genre-là, debt cancellation, l'annulation de la dette, des formes de systèmes qui visent à éviter que la dette devienne un problème trop important ou pour protéger les débiteurs vis-à-vis des créditeurs, ont toujours été normaux. Mais cette fois, plutôt que de créer des institutions qui protègent les endettés, les débiteurs, on a créé des choses comme le FMI qui, en fait, reviennent à protéger les créditeurs vis-à-vis des endettés, des débiteurs. Et on peut prédire ce qui va se passer. L'histoire nous l'enseigne, c'est un désastre. On n'a rien eu d'autre que des crises de la dette depuis les années 70. Mais c'est possible de résoudre ce problème. En particulier depuis 2008, il apparaît vraiment clair que des montants massifs de dette peuvent être annulés. Il suffit pour ça que les gens le souhaitent. Selon les estimations, 3 milliards de dettes ont été effacées
depuis 2008. Donc s'ils peuvent le faire, alors ils le font évidemment auprès des gens qui possèdent l'argent, auprès des riches, les assurances, les multinationales. Mais ils pourraient tout à fait faire la même chose avec la dette personnelle ou la dette municipale, sauf qu'ils ont choisi de ne pas le faire. Il y a aussi un rôle politique de la dette, car la dette permet aussi un contrôle sur les vies et permet aussi finalement de disposer de l'avenir. Absolutely. I think that this is the reason. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas abandonner. C'est pour ça que la dette, en fait, c'est devenu l'une des institutions des politiques néolibérales, qui, d'ailleurs, économiquement, n'est pas du tout efficace. Mais politiquement, c'est très efficace. Ça démobilise, en fait, les gens qui, autrement, s'opposeraient au capitalisme. Il y a très peu d'arguments moraux au service du capitalisme. Il reste très peu d'arguments moraux au service. Il y a très peu de gens qui prétendent que le capitalisme crée la prospérité pour les pauvres, que ça crée des avancées technologiques rapides, que ça crée plus de démocratie. Et du coup, ils utilisent des arguments moraux du type « vous devez payer votre dette, vous devez rembourser vos prêts, vous devez travailler tous les jours, même si vous n'aimez pas ça, parce que vous ne méritez rien d'autre. » Et ils ne veulent pas abandonner ces armes morales parce qu'ils n'ont rien d'autre à disposition. Mais ils sont parfaitement conscients que cette moralité de la dette, ce poids moral de la détruit la planète. Et détruit du coup le système qu'ils sont censés défendre. Et donc la classe dirigeante ne sait pas vraiment quoi faire vis-à-vis de cette contradiction. Mais en tant qu'anthropologue, est-ce que vous avez pu finalement aussi déceler une subjectivité propre à ce type de dette et donc aussi une évolution du rapport à cette obligation morale du remboursement de la dette d'une certaine manière? C'est intéressant de se pencher sur les éléments qui sont issus des pères fondateurs de l'Église. Parce qu'ils voyaient la moralité de la dette comme un rival. Ces gens n'avaient rien contre la hiérarchie. Ils n'étaient même pas contre l'esclavagisme. Mais quand ils ont vu la dette, et notamment la dette basée sur les taux d'intérêt, l'usure, et ils sont devenus très vigoureusement opposés à la dette. Et quand ils parlent de la misère, quand ils réfléchissent sur les gens, c'est clair pour eux qu'ils reconnaissent la puissance de ce rival moral. Parce que l'idée de la dette crée une sorte de complexe psychologique, une rationalisation autoréférencée, un ressentiment qui fait qu'on doit intégrer ça personnellement, qu'il faut rembourser sa dette. Ce qui amène les gens à faire des choses qui ne seraient jamais parvenus à justifier dans d'autres circonstances. Mais dans le même temps, les gens arrivent à se justifier, alors qu'ils n'arriveraient jamais sinon à justifier ce qu'ils font. Nicolas? Oui, dans votre livre, vous décrivez justement aussi des exemples historiques d'annulation de la dette. Donc c'est pas juste une utopie ou une proposition qui vient de nulle part, mais c'est arrivé plein de fois. Oui, c'est arrivé des milliers de fois. Ouais. Il y avait des pratiques régulières dans l'Antiquité d'annulation de la dette. Au Moyen-Âge aussi, il y avait des systèmes de crédit. Sous l'islam et sous la plupart de la chrétienté, ils ont tout simplement éliminé la question des taux d'intérêt. Et donc l'investissement devait prendre la forme du partage de profit. Mais en Inde ou en Chine, il y avait de la dette. Et même peu récemment, le gouvernement d'Arabie Saoudite et de Koweït a décidé d'annuler la dette. Ils l'ont laissé secret, ils l'ont pas ébruité, mais c'est comme ça qu'ils ont réussi à maintenir la cohésion sociale. Mais le plus souvent, la dette est annulée pour les plus riches. Debts are cancelled all the time. Yes, I always say. Les dettes sont effacées tout le temps. Ouais. Donald Trump has gone bankrupt. No one sees him. Si Donald Trump fait banqueroute, personne ne s'en rendra compte.
I like to talk about the communism of the rich. J'aime parler du communisme des riches. Rich people can be remarkably forgiving, understanding. Savent parfaitement être oublier leurs fautes, être solidaires les uns des autres. Quand leurs intérêts sont menacés, ils parviennent à effacer les dettes. C'est seulement quand les pauvres se tournent vers les pauvres que là, la dette devient une obligation morale. Mais justement, dans les exemples que vous avez cités, est-ce que nous ne sommes pas face à finalement des dettes très localisées dans une partie de la population et aujourd'hui, c'est quand même une dette généralisée, c'est-à-dire tout le monde est endetté. Donc, est-ce que les exemples d'annulation de dette est-ce qu'ils peuvent nous aider face à une situation aujourd'hui de généralisation de la dette? C'est la raison même pour laquelle c'est très important d'y parvenir. Bien sûr, on ne peut pas effacer toutes les dettes, mais effacer la dette autant que possible, ce serait en fait une manière de remettre les choses à zéro d'un point de vue conceptuel. Parce qu'on doit maintenant arriver au terme arriver à tirer les conclusions du fait qu'on opère sous un système de monnaie différent de celui d'il y a 100 ans. Si la monnaie est juste un ensemble de promesses qu'on se fait les uns aux autres, dans ce cas, si la démocratie signifie quelque chose, ça veut dire que chacun doit pouvoir peser sur les décisions, sur ses promesses, le type de promesses que l'on fait, et si les circonstances changent, quel type de promesses peuvent être renégociées. Ce que font toujours les égaux, s'ils sont réellement égaux. Et c'est ce que je pense quand je parle de jubilé. C'est en fait une manière d'admettre pour nous-mêmes que la monnaie n'est rien d'autre qu'un arrangement social. Et on peut s'arranger socialement de la manière qu'on souhaite. Nicolas ? Il y a une sorte de paradoxe avec cet ouvrage, c'est que donc, vous l'avez écrit avant la crise des subprimes, avant l'explosion de la crise. En même temps, vous avez commencé à en faire la promotion à peu près au moment où a démarré Occupy Wall Street, et où du coup, ce qui était en jeu, c'était précisément la question de la dette, avec ce fameux Tumblr, ce blog qui collectait des récits d'endettement médical, d'étudiants, etc. Et puis Occupy Wall Street qui s'achève dans une campagne précisément pour l'abolition de la dette. Donc il y a une sorte de circulation entre un travail sur 5000 ans et un moment très localisé dans le temps. C'est quelque chose d'assez drôle dans l'histoire, c'est qu'effectivement j'ai écrit l'ouvrage avant la crise. Bien sûr, la plupart des gens savaient qu'il y aurait une crise, que ça allait arriver. Et en tout cas, ceux qui n'avaient pas un intérêt professionnel à prétendre le contraire. Donc, tout le monde savait que ça allait arriver. Et donc j'ai écrit le livre à ce moment-là, et après la crise, j'étais très surpris qu'il n'y ait pas plus d'expression radicale. Et d'ailleurs, la police s'y attendait aussi, puisque internationalement, les polices se préparaient à ce qu'il y ait des émeutes. Et pendant 2 ans, ces émeutes ne sont pas arrivées. Et donc, dans l'été de 2011, je suis arrivé à New York. J'avais un an d'année sabbatique de mon travail. Mon livre venait de paraître. J'avais décidé de venir à New York pour aider à faire la promotion du livre. Et je cherchais aussi un projet militant. Et donc je me suis retrouvé à préparer Occupy Wall Street. Mais j'essayais de séparer un peu les deux choses. Parce que je voulais pas m'imposer comme l'avant-garde intellectuelle du mouvement. Et de l'autre côté, je voulais pas utiliser un mouvement social pour vendre mon livre. Donc j'étais là, je me disais, bon, très bien, je vais garder ces deux choses séparées. Mais c'était difficile, voire impossible de le faire. Parce que à chaque fois que je discutais avec notamment des jeunes, tous les gens venaient me voir en disant est-ce que tu crois qu'il y aurait une manière de débuter, construire un mouvement social autour des questions de la dette, de l'abolition de la dette? Et ça, c'était continu. Et quand on a vraiment occupé le parc de Zuccotti, on ne savait pas du tout qui allait venir. On a dû préparer les choses en 6 semaines.
Donc on était aussi surpris que tout le monde. Parce que plein de gens différents sont venus. Et la plupart des gens qui sont venus, en fait, étaient connectés par cette question de la dette. La plupart d'entre eux, c'était des étudiants ou qui avaient été étudiants récemment. Et ils avaient des histoires très, très semblables à raconter. Ils disaient, nous étions les bons enfants, nous avons joué selon les règles du jeu, nous avons respecté les règles. On est issus d'une famille modeste, on a travaillé dur à l'université. On a fait tout ce qu'on était supposé faire. Et on sort de l'université avec un diplôme et 40 à 50 000 $ de dette. Et d'un coup, l'économie s'effondre. L'économie s'effondre parce que les banquiers, eux, n'ont pas respecté les règles du jeu. Ils ont menti, ils ont triché de toutes les manières qu'on peut imaginer. Mais les banquiers ont été renfloués par le gouvernement. Et tous les gens affectés par la dette étudiante étaient perçus, désignés comme étant un peu des coupables et irresponsables. Parce que eux doivent de l'argent aux banques. Et donc ils étaient outrés. Et donc l'autre chose que j'ai découverte qui était très surprenante, c'est que nous avions énormément de soutien de la part du monde du travail. Et ça, ce ne serait pas arrivé il y a ne serait-ce que 20 ans. Parce que dans le passé, la situation d'un jeune diplômé endetté n'aurait pas vraiment bouleversé le cœur d'un travailleur des transports publics new-yorkais. Mais dans ce cas précis, ils se sont avérés être nos alliés les plus proches. Et ça a à voir avec différents changements dans la nature du capitalisme américain, ou même du capitalisme global. Parce qu'il s'agit maintenant de formes financiarisées du capitalisme et dans lequel le capitalisme collabore avec les gouvernements pour traquer les gens qui sont endettés et pour s'assurer qu'ils payent leur dette. Mais les plus grandes victimes de ce processus sont à la fois les étudiants et les travailleurs pauvres. Donc il y avait cette alliance très forte entre les deux. De nombreux commentateurs ont parlé du mouvement Occupy Wall Street comme l'un des mouvements les plus importants aux États-Unis depuis, en tout cas, les mouvements contre la guerre du Vietnam. Comment se fait-il que ce mouvement-là n'ait pas réussi à finalement à aller plus loin dans quelque chose d'une efficacité politique, c'est-à-dire à interrompre un processus? Je crois que l'impact d'Occupy Wall Street ne commence que maintenant à être visible. Il faut garder en tête l'une des choses que l'on a apprises après avoir organisé Occupy Wall Street, c'est que on n'a plus en fait de droit de se rassembler aux États-Unis. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait le premier amendement a été violé à propos d'Occupy. On a été attaqué par de la police militarisée un peu partout dans le pays. Et ils travaillaient en collaboration avec les banquiers. Et ils se sont rencontrés pour préparer ça. Et ils ont utilisé une violence physique énorme. Et la gauche social-démocrate a regardé de l'autre côté, s'il n'est pas intéressé. So, considering the intense attack on us, prenant en compte ces attaques intenses contre Occupy Wall Street, les infiltrations policières, toutes les techniques qui avaient été utilisées contre les mouvements radicaux dans les années 60, la surveillance constante. Donc, si on prend ça en compte, cette pression, on a réussi en fait plus que personne n'a réussi au cours des 50 dernières années sur une période de temps aussi brève. On a ramené en fait sur le devant de la scène la question des classes sociales dans les discours et les discussions aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas depuis les années 30.
Mais on a même réussi à ce que les gens parlent non seulement de classe sociale, mais de pouvoir de classe. C'est l'idée des 1%. C'est pas seulement les riches, mais c'est les gens qui peuvent tourner leur richesse en pouvoir politique et ensuite tourner leur pouvoir politique en richesse. Donc, je suis personnellement convaincu que sans Occupy Wall Street, on aurait eu Mitt Romney comme président des États-Unis et non pas Barack Obama. Souvenez-vous, quand il a commencé à planifier sa campagne, le fait qu'il soit un financier de Wall Street était censé être un point positif, même un point très important en sa faveur. Et même à New York maintenant, la personne dont on sait qu'a priori elle devrait gagner les élections pour la mairie de New York, donc c'est un démocrate qui était un des premiers soutiens d'Occupy Wall Street, qui fait de la question des inégalités de revenus le cœur de sa campagne. Donc on voit seulement le début des effets politiques. Dans votre ouvrage, vous insistez aussi sur les liens entre dette et armée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? This is something which people really don't talk about. C'est quelque chose dont les gens parlent vraiment pas du tout. And it's partly because of the story about barter. En partie parce que à cause de cette histoire qu'on a du troc. One thing I always ask is why do we keep telling this story about primitive barter when we all know it's not true? Une des choses que je demande, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à raconter cette histoire du troc primitif alors qu'on sait que c'est pas vrai? Et les anthropologistes le savent depuis plusieurs centaines d'années, depuis 100 ans que c'est pas possible. Et l'une des raisons, c'est que le libre-échange, les gens échangeant les uns avec les autres, avant de parvenir à des structures plus larges, est en fait complètement lié à l'histoire de la violence. Donc c'est le mythe fondateur de l'économie. Mais si vous regardez ce qui s'est passé, en fait l'histoire est beaucoup plus sale. L'histoire, c'est pas du tout celle de savoir comment l'échange a produit de la monnaie. La question, c'est comment est-ce que ce sens général d'obligation réciproque, je te dois quelque chose, tu me dois quelque chose, s'est transformé en quelque chose de quantifiable. Toutes les preuves que nous avons, c'est que c'est arrivé dans un contexte de violence concrète. La première preuve, where there's a danger of a blood feud, of violence over injury or death. C'est que ça s'est passé dans les cas où il y avait des risques de violence qui allaient jusqu'aux blessures ou jusqu'à la mort à cause de la dette. What we call primitive monies are often used in exactly these circumstances. La monnaie primitive a été utilisée dans ces circonstances. But you also have to look at Mais il faut aussi regarder l'invention de la frappe de monnaie, de la monnaie, des pièces de monnaie. Donc les gens se sont mis à sortir des systèmes de crédit et ont créé des systèmes monétaires avec des pièces de monnaie. C'est de manière quasiment invariable pour payer les armées. Et si vous y réfléchissez précisément, ça a du sens. Si vous avez une société dans laquelle la plupart des transactions sont basées sur le crédit, le soldat, c'est la dernière personne à qui vous voulez faire crédit. Ils sont armés fortement, ils n'arrêtent pas de bouger. However, they're likely to have little pieces of gold and silver. Mais en revanche, il est probable qu'ils aient des petites pièces de monnaie, que ce soit de l'argent ou de l'or, parce qu'ils n'arrêtent pas de voler des choses, ils font des pillages, etc. Et donc les marchés en fait se sont formés à l'ombre des armées. Et donc les gouvernements se sont rendus compte qu'ils pouvaient tirer parti de cela. Parce que si vous étiez un roi de l'Antiquité, la question c'est de savoir comment est-ce que vous allez nourrir votre armée. Avec les technologies qui étaient disponibles à l'époque, c'était un vrai défi. Mais en fait, si vous leur donnez des petites pièces d'argent ou d'or, et dites aux soldats et à l'ensemble de la population en fait qu'ils doivent ensuite vous rendre ces petites pièces d'argent ou d'or. Vous avez réussi à faire en sorte que la population entière nourrisse les soldats. Donc en fait les marchés émergent de la nécessité de faire la guerre. Et cette connexion existe partout. Pour en revenir à Occupy Wall Street, il y a aussi donc quelque chose qui est en cours maintenant, qui est
précisément une campagne pour l'abolition de la dette et de rachat de dette. Donc on a effectivement cette grève de la dette et ce jubilé tournant. Ce sont des mouvements qui sont issus d'Occupy Wall Street. Et après la répression du mouvement dans les parcs, il y a eu plein de projets qui étaient sous le radar médiatique, qui n'ont pas été couverts par la presse. Et probablement le plus dynamique de ces projets, les plus dynamiques de ces projets sont ceux qui ont trait à la dette. Il y a par exemple le mouvement anti-expulsion locative, anti-expulsion des logements. Et on a aussi un groupe qui s'appelle Strike Debt, une grève de la dette. Et ça a débuté comme un mouvement contre les prêts étudiants. Mais ça s'est très rapidement élargi à d'autres types de dettes. Et on a un problème, en fait. C'est qu'il faut trouver une manière de combattre cet embarras social que la dette provoque. C'est très difficile d'organiser les gens autour de la dette parce que les gens n'ont pas envie d'admettre qu'ils sont endettés. Mais on a découvert quelque chose de très intéressant. On se demandait, comment est-ce qu'on va créer un mouvement de désobéissance civile contre le capitalisme financiarisé, contre le système financier. Qu'est-ce que serait, en quoi consisterait la désobéissance civile contre le capitalisme financiarisé? Et la réponse évidente, en fait, c'est de refuser de payer sa dette. L'idée de désobéissance civile telle que l'a pensé Henry David Thoreau, c'était bien ça, c'était l'idée de refuser de payer des impôts pour protester contre les guerres que faisait le gouvernement. Et en fait, la désobéissance civile contre le capitalisme financiarisé pourrait prendre cette forme de grève de la dette. Mais on s'est rendu compte que la plupart des gens aux États-Unis, en fait, pratiquent déjà d'une manière ou d'une autre cette désobéissance civile contre le capitalisme financiarisé, ou en tout cas envisagent de le faire. Un Américain sur 7 est poursuivi actuellement par un collecteur de dettes. Un prêt étudiant sur 5 est en situation de défaut de remboursement. Énormément de prêts hypothécaires sont en situation de défaut de paiement aussi. 80% des foyers américains sont endettés. Et peut-être que la moitié d'entre eux sont déjà en défaut de paiement d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, ces gens-là pratiquent déjà la désobéissance civile contre le capitalisme financiarisé. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on les organise. Et ça, c'est très difficile. Donc on a eu des idées. Donc l'une des choses qu'on a faites, c'était d'écrire un manuel. Et on a appelé ça le manuel de résistance à la dette. Et en fait, on a des gens qui travaillent dans l'industrie de la dette qui nous ont aidés. Et qui nous ont révélé leurs secrets, qui ont en quelque sorte fait sécession. Et qui nous ont donné des conseils sur la manière dont on peut résister aux différents types de dettes. Ce qu'ils peuvent faire légalement, ce qu'ils peuvent faire illégalement, ce qu'on leur dira qu'ils peuvent faire et ce qu'on leur dira qu'il va leur arriver et ce qui leur arrivera vraiment. Et ça a été très populaire. On en a distribué des millions. C'est très étonnant que vous employiez le langage de la grève, puisque je me disais justement que le rapport créancier-débiteur, qui est un rapport de propriété, n'est-il pas finalement le nouveau rapport de classe explosif que ce rapport créancier-débiteur? C'est une relation très vieille, très ancienne. Mais récemment, c'est redevenu central dans le capitalisme. Il faut se souvenir que le capitalisme a été inventé il y a 500 ans. Et le travail salarié n'a été la forme dominante du travail que depuis 200 ans. Et peut-être même moins que ça. D'une certaine manière, si vous regardez à l'origine, si vous regardez l'origine des formes modernes de monnaie, si vous regardez l'émergence des banques centrales, des marchés boursiers, ça vient avant la révolution industrielle.
peonage and slavery. Et en fait, ce qu'ils échangeaient, c'était les profits du péonnage de la dette, de l'asservissement par la dette. But it's also true that, mais c'est vrai aussi que dans la plupart de ce qu'ils appellent les économies développées, il y a un processus de financiarisation qui nous ramène vers cela. Et ça change l'attitude des gens vis-à-vis des gouvernements. Les gens aux États-Unis ne perçoivent plus le gouvernement comme un rempart contre les ravages de ce système. Parce que le gouvernement est un acteur important de l'extraction des profits capitalistes. Ce qu'ils font, c'est qu'en fait, du coup, les capitalistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils corrompent les hommes politiques pour qu'ils votent des lois qui garantiront leur profit. Et ensuite, ils utilisent le système légal, la justice et la police pour extraire ce profit. Et ça a changé l'attitude des gens à propos de leur propre position de classe. J'ai lu que pour la première fois, il y a 6 mois, pour la première fois, ils se sont rendus compte que la plupart des Américains, pour la première fois de l'histoire, ne se considèrent plus comme faisant partie de la classe moyenne. Et c'est clairement connecté à ce phénomène. La classe moyenne, c'est quelque chose de politique ou social. C'est une catégorie beaucoup plus politique et sociale qu'économique. J'aime bien dire que si quand vous voyez un policier, vous vous sentez en sécurité plutôt qu'en danger, ça veut dire que vous êtes de la classe moyenne. Mais le résultat, c'est que la plupart des gens maintenant ne se sentent plus faisant partie de la classe moyenne. Parce qu'ils perçoivent les processus en cours non pas comme quelque chose qui les soutient ou qui les enrichit, mais comme quelque chose qui les exclut de leur logement. Alors avec cette remise en centralité du rapport de propriété de manière si évidente et si explosive, est-ce que finalement on pourrait parler aussi dans la crise aujourd'hui d'un capitalisme mis à nu? Oui, je crois que c'est de plus en plus vrai. Même la notion de l'idée du capitalisme basée comme un travail salarié libre est perçue comme utopique. Quand Marx écrivait, ce qu'il essayait de montrer, c'est que même si cette utopie était vraie, le capitalisme finirait quand même par s'effondrer. Mais il n'a jamais dit que c'était une hypothèse qui était vraie. En fait, il faisait une sorte d'expérimentation de la pensée. Et donc, je suis d'accord avec vous, maintenant, on voit les contradictions centrales du capitalisme. Nicolas? Récemment, vous avez publié un essai sur les boulots de merde, sur les bullshit jobs, et sur cette capacité en fait du capitalisme à créer des choses inutiles et nuisibles. Comment est-ce que ça se connecte aussi à cette histoire de la dette? That's an interesting question. I should explain. C'est une question intéressante. Il faudrait que j'explique that I wrote this piece. Que j'ai écrit cet article. I felt it was based on presque comme c'était basé sur des espèces de preuves intellectuelles, mais c'était une tentative. Je voulais essayer de comprendre comment ça se fait que le capitalisme apparaisse comme ayant créé des boulots qui en fait ne servent à rien. Évidemment, le système soviétique était connu pour créer des tas de boulots qui ne servaient à rien, mais c'est parce qu'ils avaient une politique d'emploi complet, de plein emploi. Alors que le capitalisme ne se présente pas comme tel. Mais quand vous regardez autour de vous, vous voyez tous ces boulots qui ne créent rien du tout. Vous avez tous ces avocats d'affaires, tous ces gens qui travaillent dans les ressources humaines, ces consultants en ressources humaines, ces experts financiers d'un type ou d'un autre. C'est clair pour moi que si tous ces gens-là disparaissaient ou tous ces boulots-là disparaissaient, ça ne ferait aucune différence.
In fact, perhaps I'm inspired by this by my father, who was. Je suis peut-être là inspiré par mon père qui était dans les années 30 à Barcelone, en Espagne. He said even the white-collar workers existed at the time. Et donc, à l'époque, l'école blanc existait. You know, what they did during the revolution, et was il disait que ce qu'ils ont fait pendant la Révolution, c'était de les virer. Et ils se sont rendus compte que ça ne changeait rien. Most of those people don't do anything. Parce que la plupart de ces gens-là, en fait, ne font rien. Et en fait, ils sont là, ils existent pour que vous vous sentiez mal vis-à-vis de vous-même, mais ils ne servent à rien d'autre. Mais évidemment, maintenant, le nombre de ces boulots a explosé de manière exponentielle. Alors qu'ils représentaient 25% des boulots, ils représentent 75% des boulots, qu'il s'agisse des notaires, de l'administration, des fonctionnaires, des services financiers. Mais on parle de ça, mais on ne connaît pas l'autre bout. Et donc je me demandais, voilà, qu'est-ce que ça fait à ces gens qui ont ces boulots-là, qui exercent ce travail-là? Quel est les dommages moraux, quels sont les dommages spirituels qui les affectent? Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils exercent un boulot dont ils savent secrètement qu'il ne sert à rien. Comment est-ce que vous pouvez vous sentir, comment est-ce que vous pouvez avoir un peu de dignité sous ces circonstances? Donc j'ai écrit cet article pour dire que sous le capitalisme financiarisé, on ne suit plus des impératifs économiques, mais on suit des impératifs politiques. Le système n'a plus aucun sens économiquement, mais il a du sens politiquement. Il a complètement du sens politiquement. Si vous voulez créer un régime de travail qui renforce le pouvoir du capitalisme financier, c'est parfait, ce système. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un pourcentage important de la population qui n'ont pas de travail, et vous faites en sorte que tout le monde les déteste parce qu'ils sont précisément sans emploi. Mais vous prenez un ensemble encore plus vaste de gens qui seraient au chômage, et vous leur donnez des boulots, ce qui est une manière de redistribuer un tout petit peu les profits générés par le capitalisme, des boulots dans lesquels ils ne font rien. En fait, en réalité, ils travaillent dur, mais concrètement, ils ne font rien. Mais ils sont dans une position dans laquelle ils s'identifient à la perspective du management, de la direction. Donc j'ai écrit cet article et je l'ai mis en ligne sur Internet. Et ça a été un boom, ça a explosé. En 3 ou 4 semaines, ça a été traduit en 14 langues différentes. Ça a été traduit en coréen, en estonien, en catalan. Et partout où c'est publié, on a les mêmes discussions. Les gens en fait confessent et disent oui, c'est vrai. C'est incroyable parce qu'ils disent oui, je suis un avocat d'affaires, je ne sers à rien à la société et je me sens mal continuellement. Donc c'est vrai, en fait, j'avais raison, ces gens-là se détestent eux-mêmes. Peut-être une dernière question, David Graeber. Aux États-Unis, où la polarité est très forte, la polarité politique entre démocrates et républicains, en Europe, on a un éventail légèrement plus large, mais très vite, en fait, on peut être accusé d'extrémisme avec ce type de discours. Comment est perçu votre discours aux États-Unis? Est-ce que vous n'êtes pas renvoyé du côté des extrémistes dangereux? It's quite remarkable what goes on in America. C'est très intéressant ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Et je crois que, en fait, je comprends pas vraiment ce qui se passe et personne ne comprend vraiment ce qui se passe. J'arrête pas de faire des allers-retours dans la manière dont j'envisage les choses. Parce qu'on voit à la fois la force du système et en même temps on voit à quel point il est sur le point de s'effondrer. C'est comme l'Empire romain. Certains disaient, comme Caligula ou d'autres,
actually the Roman system was very strong. Avoir des gens comme ça comme empereur montrait à quel point le système était fort. Their administrative system was so parce qu'il y avait un système administratif qui était si efficace et si bien établi. They could have a complete lunatic as emperor. Ils pouvaient avoir un lunatique total, un fou comme empereur, et en fait, il se passait rien. Ça ne faisait aucun problème. Donc, peut-être que c'est la situation qu'on a actuellement aux États-Unis. Mais je suspecte que ce ne soit pas le cas. Ce qu'on voit dans le monde, c'est quand même une sorte d'effondrement de l'Empire américain. Alors bien sûr, les différentes factions se disputent les restes. L'effondrement d'un empire n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Pour la majorité des gens qui vivent en dehors du centre de l'Empire. Ce que je montre toujours, c'est regardez en Europe, c'est précisément quand les empires se sont effondrés que les gens ont obtenu des systèmes de protection sociale. Et ça pourrait bien se terminer ainsi. Mais les élites en place se battent fortement pour que ça n'arrive pas. Merci David Graeber d'être venu nous parler de cet ouvrage Dette, 5000 ans d'histoire, un ouvrage publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à Nicolas Ringer pour la traduction et ses quelques questions.